Bon, je pense qu'au fil de mes vidéos, t'as senti à quel point j'avais une grosse autorité. Il est temps que je t'explique pourquoi. Ouais, je sais, c'est pas très crédible. Bon, allez, on va papoter un peu d'autorité parce que j'ai remarqué que dans les discussions autour de moi, il y avait quelques conceptions étranges de ce que c'était. Et on va se centrer sur l'école et les enfants parce que c'est là que tout commence dans ta vie. Et c'est là aussi que je connais mieux les études. Et pour ça, on va déjà commencer par définir ce que c'est de l'autorité. Des définitions de l'autorité, t'en as un paquet. L'une des plus connues dit que c'est la capacité d'une personne à se faire obéir avec le consentement de l'obéissant. Ce qui la différencie, par exemple, de la soumission, quand quelqu'un te menace. Bon, mais pour les enfants, la définition, elle n'est pas tip-top, parce que si tu as déjà vu des gosses qui consentent à se laver les dents ou dormir au lieu de jouer, c'est compliqué. En plus, il faudrait bien qu'on définisse ce que c'est le consentement d'abord, parce que le consentement d'un enfant qui capte pas son monde et qui est dépendant de ses parents, c'est pas le même consentement qu'un adulte. Du coup, je vais prendre une définition souvent utilisée en psychologie. L'autorité, ça serait la capacité à faire respecter le cadre que tu as créé. Donc, tu mets en place des règles, un cadre structuré. Si les gens dont tu es responsable le respectent, tu as de l'autorité. S'ils ne le font pas, tu n'en as pas. Point putain de super important. L'autorité, c'est le fait que les gens suivent le cadre. Cela n'est pas défini par les moyens que tu mets en place pour définir ce cadre. Tu remarqueras que parfois des gens ne donnent aucun ordre, mais tout le monde les suit. Et des fois des gens gueulent dans tous les sens, t'en foutent plein la gueule, essaient d'éclater les autres, mais personne ne les écoute. Donc c'est la première chose à retenir dans la vidéo. On ne confond pas l'autorité, le respect du cadre, et l'autoritarisme, qui est une méthode que tu peux mettre en place pour essayer de faire respecter ton cadre. L'autoritarisme, c'est une méthode violente pour obtenir de l'autorité, mais ce n'est pas l'autorité en elle-même. La méthode et l'objectif, ce ne sont pas les mêmes choses. Dans la vie, tu remarqueras qu'il n'y a pas qu'un cadre que tu suis. Tu as le cadre du travail, de la famille, de tes loisirs, plein de cadres avec leurs règles plus ou moins implicites. Et dans ces cadres, il y a parfois des figures d'autorité qui sont là pour s'assurer que le cadre est respecté. L'un des problèmes quand tu confonds l'autorité avec la méthode, c'est que du coup, tu es incapable de comprendre la complexité du monde. Par exemple, j'aime bien parler aux gens qui arrivent dans un endroit pour les accueillir, les rendre moins mal à l'aise. Bon, imagine je fais ça et t'as une personne qui vient me gueuler dessus pour me dire de la fermer. Et bien, des fois je l'envoie chier comme si c'est un collègue au boulot et que j'accueille des patients. Et d'autres fois je la ferme en rigolant intérieurement parce que c'est un peu drôle quand même. Comme dans un cours de sport où le prof parle et j'aurais dû fermer ma gueule. Pourquoi dans une situation on écoute une personne? Pourquoi dans une autre on le fait pas? Pourquoi des fois une méthode marche et d'autres fois ça marche pas? La vidéo va essayer d'y répondre. Et on va commencer par la famille avant de voir l'école, parce que le cadre familial, c'est le premier que tu connais. Et il y a un paquet d'études pour savoir pourquoi des enfants vont suivre ce que proposent leurs parents ou pas. Classiquement, dans les débats à la télé ou sur le net, ça te polarise entre le laxisme et l'autoritarisme. Entre ceux qui disent que l'important c'est le gamin, et l'autre qui pense qu'il faut être autoritaire pour avoir de l'autorité. Les deux marchent assez mal pour l'autorité. Bon, le laxisme, ça se comprend. Si tu cherches pas à mettre de cadre, il y en a pas. Par contre, concernant l'autoritarisme, on a vu que ça crée plus d'antisociaux, plus de provocations et moins de respect des règles. Sans compter la mauvaise santé mentale de l'enfant. Pour aller plus loin, je te recommande ma super vidéo qui montre que les claques, c'est une méthode trop violente et qui crée l'inverse de ce que l'on veut. Cela s'explique fortement car les individus, ils ont besoin d'autonomie. Si tu les contrôles trop, tu sapes leur autonomie, donc ils cassent ton cadre pour en retrouver. Par exemple, chez les ados, on a remarqué que se foutre totalement de leurs relations, ça les pousse vers plus de relations néfastes. Donc si tu t'occupes pas d'eux, ils font plus n'importe quoi. Mais un contrôle excessif de leurs relations, ça les pousse aussi vers des relations néfastes. Le mieux est de trouver un juste milieu où tu t'en préoccupes sans forcément tout cadrer en interdisant tout. Alors, dans les littératures, on parle aussi d'autres types de modes éducatifs. On parle aussi des parents hélicoptères. Alors, leur caractéristique, c'est de faire passer l'enfant en premier et de s'en occuper super bien et de réagir rapidement ou à la moindre réaction de leur gamin, voire en anticipant les réactions et les manquements de leur gamin. Alors, ça créerait plus de narcissiques, car ils n'apprendraient pas le donnant-donnant.
On parle aussi des parents tigres. Cela fait référence aux parents avec des exigences hyper élevées sur leurs enfants. Alors, petite anecdote à sortir en dîner. On dit parents tigres parce qu'on attribuait ça aux parents chinois au départ. Mais il s'avère que ce sont des stéréotypes. Apparemment, les familles chinoises, elles sont pas plus tigres qu'ailleurs dans l'étude que j'ai vue. Et alors, attention, parce que là, on va tout défoncer dans la vidéo. Je t'annonce le twist de toute la vidéo, enfin de la première partie de la vidéo, c'est que dans les études, tu as une attitude éducative qui défonce toutes les autres avec les enfants, qui du coup ont moins de problèmes psy, sont plus heureux, sont plus motivés et respectent mieux le cadre des parents. C'est l'attitude autoritative. Alors je le dis en anglais, parce qu'en fait il n'y a pas de nom en français. Je savais que la psycho en France, elle était un peu à la ramasse, mais au point de même pas avoir de traduction admise et commune de la meilleure attitude éducative, c'est un peu le pompon. Alors, est-ce que c'est la plus top de tout l'univers ? Bon, pas forcément, il y a encore plein de questions et de détails à régler au niveau scientifique, comme par exemple à quel moment il faut utiliser telle ou telle méthode, laquelle marche mieux, combien de temps, etc. Il y a plein de questions là-dessus, mais actuellement dans les données qu'on a, il n'y a pas photo. C'est l'attitude autoritative qui est la plus bénéfique pour les parents et pour les enfants. Elle a plusieurs caractéristiques, cette attitude. Alors, il y a un cadre stable, fixe et invariable. C'est-à-dire que quand on énonce une règle, la règle, elle existe et on l'oublie pas. C'est pas parce que le gosse, il répète 4 fois « je veux le bonbon » que ça va changer. C'est pas parce que le gosse essaie de casser le cadre que ce cadre, il va changer. Il va peut-être être adapté. Bon, par exemple, on peut se brosser les dents un peu plus n'importe comment s'il est 23h parce qu'on a un peu trop fait la fête, mais ça, c'est exceptionnel. Le cadre, il reste là, qu'on le fait correctement la plupart du temps. Il n'y a quasiment pas de punition. Et alors là, c'est la débandade. Parce que d'un côté, on a des règles hyper bien établies, mais de l'autre côté, on sort pas le bâton quand ils sont pas respectés. Mais comment ça se fait ? Comment c'est putain de possible qu'on n'est pas laxiste et qu'on soit pas autoritaire en même temps ? Je vous le demande. Eh bien, c'est possible parce que déjà, on rajoute de la chaleur dans l'attitude autoritative. Quand le gamin a besoin, on est là. Quand il est content, on est content. Quand il y a une émotion, on la valide au lieu de la nier. Et on veut son bien. Ensuite, on le pousse vers l'autonomie. On le pousse gentiment à essayer par lui-même. Quand il gère par lui-même, on lui dit que c'est cool. Et aussi, on s'adapte à lui. On va pas demander à un gamin de 6 mois d'arrêter de pleurer. On va pas forcer un gamin à faire quelque chose qu'il n'arrivera jamais à faire. On le met pas en difficulté. On s'adapte à son âge et ses capacités. Alors, pourquoi tout ça, ça marche nickel sur la santé ? Bon, déjà, si t'as vu mes super vidéos sur l'attachement et sur les problèmes psy qu'on peut créer chez les gamins, tu vois que l'attitude autoritative, elle essaie de tout prendre en charge. Et sur l'autorité, pourquoi ça marche ? D'après toi, pourquoi une personne qui nous donne des règles claires et nettes, qui nous éclate pas, qui veut notre bien, qui nous aide à avancer et qui s'adapte à nous, pourquoi on la suivrait ? Eh bien, je crois que j'ai un peu répondu à la question dans ma question, puisque présenté comme ça a l'air un peu nickel à suivre une personne comme ça. Tu suis les gens, en fait, parce qu'ils sont capables de te faire comprendre que si tu es dans le cadre qu'ils te proposent, ta vie, elle sera mieux. Alors, en théorie, on résume ça comme ça. En pratique, tout se passe pas nickel forcément. Par exemple, tu peux vouloir tout faire pour le bien de quelqu'un et que la personne, elle te suive pas du tout. Ou quelqu'un peut tout faire pour te flinguer et que tu la suives. Comme dans les enfants maltraités ou dans le syndrome de Stockholm. L'idée, en fait, c'est que pour avoir de l'autorité, il suffit pas de mettre en place les bonnes méthodes et expliquer à la personne qu'en te suivant, tout ira bien. Il faut que les gens, ils te croient. Donc l'attitude de la personne qui obéit est aussi importante que l'attitude de la personne qui veut se faire obéir. Donc si tu proposes de la merde et que les gens te suivent, c'est que tu as bien vendu ta merde. Si tu vends un truc super et que personne te suit, c'est que tu le vends très mal. Et ça, c'est très important car l'autorité à la maison avec les enfants, il y a le lien d'attachement qui font que les enfants d'emblée, ils te suivent plus facilement. Ils t'identifient déjà comme des personnes bonnes pour leur survie. Ce qui peut rendre leur vie encore pire quand ils sont maltraités, mais ce qui peut rendre beaucoup plus facile la vie des parents à la vie familiale quand ça se passe bien dans la famille. Mais ça, c'est pas du tout le cas quand t'es la figure d'autorité d'autres structures, comme à l'école, ou que t'es juge. Parce que du coup, t'as assez peu de lien avec la personne. Donc la personne, elle va te suivre en fonction de comment elle considère aussi la structure dans laquelle tu bosses. D'ailleurs, l'autorité d'un flic qui te met un PV, c'est pas une question de lien. Alors du coup, comment le représentant d'une institution garantit son rôle et son cadre ? Eh bien, on va s'intéresser aux sciences de l'éducation pour en parler et au métier d'enseignant. Alors, on va faire un petit détour par le métier d'enseignant, car les chercheurs ont cherché à comprendre comment s'organiser le métier et comment s'organiser la classe. Mais pour chaque idée, je vais élargir aux autres représentants de l'État,
car ce que l'on observe chez l'autorité d'un parent ou d'un enseignant peut parler pour beaucoup de situations, même si on reste un peu dans l'extrapolation. Alors première chose déjà, petit point, si comme dans certains débats sur CNews ou BFM TV, tu penses que rétablir l'autorité à l'école va empêcher des gamins de se tuer, on n'en est pas là. C'est pas une question de l'école si des gens se tuent dans la société ou pas. Pour voir comment ça marche, je te laisse voir les vidéos sur la violence et les personnalités narcissiques ou antisociales. Donc le prof en théorie, il est là pour un rôle, faire passer des savoirs. Alors on pourrait discuter de si son rôle c'est ça, mais pour simplifier la vidéo, on va garder qu'un seul rôle. Évidemment que chaque métier a plusieurs rôles potentiels, comme le flic entre celui qui tabasse des gens au RSA et celui qui traque les pédocriminels, c'est pas le même rôle, c'est pas le même cadre. Donc, pour que le prof, son métier s'organise et qu'il puisse passer les savoirs, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est le tissage. C'est la capacité à inscrire ce que les élèves font dans leur vie. C'est donner du sens à ce qui est appris. Bref, on a remarqué qu'un cours ou une leçon s'organise plus facilement quand on y trouve un intérêt et où on comprend l'intérêt si on ne le connaît pas. Par exemple, on sait que le bavardage des élèves sont dus fortement à la démotivation en cours. Plus un élève est investi dans ce qu'il apprend, moins il parle. On voit aussi que ça crée des cercles vicieux. Par exemple, on sait que les bons élèves, ils sont capables de comprendre le contenu d'une leçon, mais ils tissent eux-mêmes des liens de leur apprentissage. Par exemple, le bon élève, il capte que le cours de maths va lui servir plus tard potentiellement, ou que ça lui sert à être tranquille à la maison parce qu'il est à la paix quand il a de bonnes notes. Bref, on s'en fout de l'intérêt qu'a le cours, l'important c'est qu'il en trouve un. L'élève moyen, on voit qu'il comprend de quoi le cours parle, mais il n'arrive pas à trouver par lui-même l'intérêt, et les mauvais élèves, ils comprennent alors absolument pas le cours de quoi ça parle, et ni à quoi ça sert. Donc on voit des descentes de l'enfer, où une personne, elle comprend pas pourquoi elle doit étudier le cours du blé aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on étudiait le cours du blé en géographie. Elle se désinvestit, elle baisse ses notes, elle comprend encore moins à quoi ça sert, et elle fait n'importe quoi en cours, ça fait baisser ses notes, etc., etc. Pour la justice, ou les flics, ou les médecins, on peut alors voir aussi qu'on suit une figure d'autorité. Quand est-ce qu'elle nous donne, et le cadre qu'elle nous donne, on y trouve du sens. Ce sens, ça n'a pas forcément à être celui que la figure d'autorité veut t'inculquer exactement, mais l'important, c'est que tu en trouves un. Par exemple, je suis les limitations de vitesse pour pouvoir m'acheter plus de jeux vidéo et j'ai pas envie d'amende, pas parce que je pense que rouler à 90 au lieu de 80, c'est dangereux. Peut-être que j'ai tort et que je suis con, mais en tout cas, dans ma logique, je suis le cadre pour une raison financière plus qu'autre chose. Bref, quand tu n'arrives pas à faire ton rôle de parent, enseignant, flic ou autre, et que personne t'écoute, tu peux te poser la question de quel sens prend le cadre que je mets en place dans la vie d'une personne. Est-ce qu'il y en a vraiment un? Ou est-ce que j'ai trouvé les bonnes manières de faire passer ce cadre que je veux leur offrir? Un deuxième point du métier d'enseignant, c'est l'étayage. C'est une personne, elle ne peut suivre ton cadre, ton objectif, ton enseignement que si elle en est capable. Par exemple, les troubles 10, les difficultés en classe, sont prédictrices de comportements perturbateurs en classe. C'est potentiellement parce que la personne en difficulté qui se prend des murs constamment dans un cadre donné, elle n'a plus envie de suivre ce cadre. C'est quelque chose dont on a parlé dans l'éducation autoritative, par exemple. Le fait de s'adapter à l'âge du gamin pour pouvoir mieux l'accompagner et d'être mieux suivi. Concernant la justice, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe quand un gouvernement tente d'interdire une addiction en la punissant d'amende. Ça marche pas du tout. Les gens, ils vont pas t'écouter s'ils n'ont pas les armes pour suivre ce que tu leur proposes. Je sais pas si tu as déjà essayé d'empêcher les gens de voler quand ils ont rien à donner à bouffer à leur gosse, t'y arriveras pas. Donc on ne suit pas un cadre si celui-ci ne nous donne pas une alternative fiable à un comportement hors du cadre. C'est pour ça que dans les méthodes autoritatives, on dit toujours de proposer une solution viable à un enfant qui merde, parce que juste à dire à quelqu'un « fais pas ça », il va moins nous écouter que si on lui dit « fais ça et ça se passera bien ». Bref, la carotte marche beaucoup mieux que le bâton. Donc si tu manques d'autorité, il faut se poser la question de savoir si tu aides vraiment les gens en face avec ton cadre et si tu étayes correctement leur vie. Le troisième élément, c'est le pilotage des tâches. C'est-à-dire en gros les règles de la structure et de l'espace d'apprentissage. Quand est-ce qu'on se tait, quand est-ce qu'on se parle, quand on apprend, quand est-ce qu'on va se laver les mains. Et la façon dont on introduit ces règles et de quelle manière. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est à peu près la conception commune qu'on a de l'autorité. Et là, comme on a vu, c'est pas forcément le bâton qui marche le plus. Et enfin, tout ça, ça va changer selon l'atmosphère. L'atmosphère, c'est tout le climat qui entoure la relation, le cadre que tu mets en place. Imagine, tu veux faire un cours sur les gâteaux citron spéculoos. Bon, normalement, t'es tranquille.
Mais imagine que tu es dans un pays où il y a des gens qui agressent les gens qui font des tartes citron spéculoos. Mais ton cours, va falloir vachement que tu le tisses correctement pour que ça se passe sereinement, hein, et que ça parte pas complètement en couille. Pareil à la maison. Tu vas pas piloter le brossage de dents si la situation est la même que d'habitude ou si ton gamin il vient de se prendre une tarte par sa sœur. Et il y a une grosse source d'influence de la société sur le métier d'enseignant selon les philosophes et les chercheurs en sciences de l'éducation. Parce que dans les années 60, quand la seule alternative était l'école et que tout le monde d'une même voix disait savoir, 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 école, école, tais-toi, 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 bon ben tu déprimes parce que le cadre est maltraitant pour toi, mais le cadre tu le remets moins en question parce que t'as pas d'alternative. Mais comme dans les années 2020, ben t'as accès à 10 000 styles de vie différents, tu peux plus te permettre un pilotage autoritaire comme tu pouvais te permettre il y a 70 ans. Parce que les gens, ils voient la douille arriver à 10 000. Donc t'es obligé de réintroduire par exemple du tissage ou de l'étayage pour empêcher que les gens se désinvestissent. Bref, ces 4 points, ils interagissent constamment ensemble. Et c'est l'assemblage qui fait qu'un enseignant va arriver à établir son rôle, mais on pourrait utiliser le modèle pour expliquer aussi que l'éducation autoritative fonctionne mieux, puisqu'on voit dans les études que les parents qui ont une éducation autoritative utilisent ces 4 ingrédients de la bonne manière, ou pourquoi aussi tu vas écouter un flic dans un cas et pas dans l'autre, ou un prof dans un cas ou pas dans l'autre. On n'a pas encore d'études qui lient directement le style que va prendre l'enseignant avec l'autorité que l'on aura. Par contre, on sait que un problème dans chaque cas est individuellement lié à des comportements délétères en classe et le fait qu'un élève te suive ou pas. Le modèle, il est jeune, il date d'il y a 15 ans à peu près, et il y a encore pas mal de liens à chercher. Bon, point anecdote inutile, c'est que les chercheurs, ils ont classé les styles des enseignants et de leur attitude. Je te laisse les refs en bas. Par exemple, on a l'attitude contrôlante, avec un gros pilotage bien marqué, bien violent, mais pas de tissage. En gros, l'élève ferme sa gueule et fait ce qu'il y a à dire. On a l'attitude magicien, où on n'explique quasiment rien, mais on se contente à laisser passer un message de manière indirecte. Et tu vois que du coup, suffit pas juste que tu dises « respecte mon autorité » pour que les gens ils se mettent à te suivre. Dans le cadre de la santé, par exemple, moi, un pilotage autoritaire de ma collègue, ça passe pas, parce que je vois pas l'intérêt. Et en plus, ça me plaît pas qu'on me gueule dessus. Faudrait vraiment que la personne ait des putains d'études scientifiques pour voir il m'expliquait que, en fait, je devrais faire autrement. Dans le cours de sport, par exemple, notamment plus si c'est un sport qui nécessite que j'apprenne à me concentrer, à gérer calmement la violence que je reçois, je trouve assez cohérent et j'accepte qu'on me gueule dessus. Tout comme un sportif qui sent que son entraîneur l'aide pas pour gagner, il va plus l'écouter. Alors évidemment, dans la vie, il faut prendre le style de la figure d'autorité, mais aussi le style des personnes qui la suivent. Par exemple, une figure autoritaire, elle va pas prendre avec les personnes rebelles qui auront besoin de plus de tissage. Un parent tigre, ça peut prendre que si l'enfant il est assez étayé pour réussir. Bref, plus que la méthode que tu mets en place pour être suivi, que ça soit chez toi en classe ou ailleurs, c'est l'assemblage des éléments dont on a parlé tout au long de la vidéo qui vont faire que tu as plus de chances d'être suivi. La difficulté par rapport à des parents, quand par exemple tu as des élèves, c'est que des élèves, tu en as plein. Et c'est compliqué d'avoir un style où tu vas t'adapter à tous et qui vont marcher sur tous. C'est là alors qu'il faut avoir des discussions sur comment l'organe pour lequel tu bosses, il est organisé. Et j'ai beaucoup moins d'études dessus, mis à part que les institutions scolaires qui prennent un style autoritaire et qui décident de tout pour les gosses, ça les démotive de plus en plus, ils sont de plus en plus mal à l'être et ils écoutent de moins en moins. Donc juste le bâton, ça va créer juste des antisociaux supplémentaires si tu fais juste ça. Et comme j'ai pas assez d'études sur le sujet, je vais clore le sujet ici. Faut juste savoir que quand t'es une figure d'autorité hors parent, t'es en général le représentant d'une institution plus grande que toi, et donc les gens, ils ont déjà une vision particulière de s'ils doivent te suivre ou pas. Parce que honnêtement, situation tout à fait hypothétique, quand t'as un ministre de l'Intérieur qui dit que la drogue c'est mal, un verre de bière à la main, ou qui fait des trucs chelous pour obtenir des faveurs sexuelles, t'es pas très rassuré sur le cadre qu'il veut mettre en place sur toi.